NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Théo Sastre. Théo a 32 ans, il est cofondateur de NFT Evening, un média qui parle de l'écosystème Web3, des NFT, des grandes tendances, toute l'actualité autour des NFT évidemment. Quand on s'inscrit sur NFT Evening, on reçoit une newsletter quotidienne et qui est d'ailleurs en anglais. Mais on précise que comme Théo est français, et il vit à Londres, mais il est français, donc on va faire un podcast en français. Et pour nous, et pour ceux qui nous écoutent, ça va être mieux quand même. On va parler avec Théo de l'aventure de lancer un média sur un tout nouveau sujet qui est le Web3. On peut dire que NFT Evening est quand même plus calé sur l'actualité des collectibles. Donc ça tombe bien, on va en parler et on va parler justement de l'état du marché des collectibles. Super Théo, merci beaucoup d'être là avec nous, on est ravis de t'accueillir. Et j'ai une première question pour toi. Alors, lancer un média, c'est un peu une histoire folle. Ça vient d'où et pourquoi sur cette thématique ? Est-ce que c'est une thématique qui... est-ce que tu étais dans le bain du Web3 avant de lancer ton média ? Et voilà, donc c'est quoi cette aventure ? Alors, j'étais pas du tout dans le Web3 avant de lancer ce média. En revanche, c'est pas la première fois que j'entreprends dans les médias. Avec mon associé, on a 2 entreprises sur Londres qui possèdent plusieurs médias mainstream grand public, qui ont un business model très particulier. On fait ce qu'on appelle dans le jargon de l'arbitrage contenu. Donc l'arbitrage, comme dans n'importe quelle industrie, ça veut juste dire on achète quelque chose et on le revend plus cher. On fait ça avec la publicité, avec de l'emplacement publicitaire. Donc en fait, concrètement, comment ça se passe ? Si Benjamin il va visiter lemonde.fr et qu'il y a un article, en bas de page, il va voir un article, une publicité en tout cas, qui lui propose d'aller voir cet article sur mon site. La publicité dit 10 pays à visiter avant de mourir. Benjamin clique dessus, moi ça me coûte 1 centime. Benjamin arrive sur mon site, il reste 1 minute 30, 2 minutes, et en moyenne il va me rapporter 1,1 centime. Donc on est un peu plus proche du trading, on va dire, que du pur média. Mais donc j'avais déjà, je travaille avec des traducteurs, avec des créateurs de contenu, des développeurs, j'avais déjà des équipes, et j'avais managé déjà des équipes. En revanche, effectivement, vu que je viens de parler de publicité, on est très dépendant de Google, de Facebook et de toutes ces grosses entreprises aujourd'hui dans la publicité. Et du coup, en fait, on se tâtait avec mon associé depuis plusieurs années à lancer un nouveau site sur un sujet qui nous plaît beaucoup parce que les célébrités, c'est pas quelque chose qui nous passionne. Donc, on attendait tout simplement le bon moment. On attendait d'avoir un sujet qui nous passionne et du coup pour lancer un site from scratch où on crée notre propre audience et où on ne dépend pas de sources de trafic comme celles que j'ai citées juste avant. Ok, génial. Et donc tu as monté ton équipe, et donc il fallait trouver des gens qui comprenaient le Web3 et qui savaient écrire. J'imagine que ça n'a pas été chose facile. Non, tout à fait. Ça a même été super compliqué au début. Ouais. On a testé les deux. On a testé de recruter des gens qui savaient pas écrire mais qui connaissaient le Web3 et les NFT. Et c'est quelque chose que je déconseille. Il vaut mieux onboarder des gens dans l'équipe qui maîtrisent l'écriture. Et ils apprendront au fur et à mesure le Web3, les NFT, en écrivant des articles et au sein de l'équipe. Surtout que NFT Evening, c'est un site qui s'adresse aux débutants. Notre objectif, c'est vraiment de démystifier un petit peu un sujet complexe qu'est les NFT, en rendant le contenu à la fois accessible et divertissant. Donc voilà, on s'est dit, si on dit des choses qui sont très simples, c'est au contraire un avantage et pas un inconvénient. Oui, tout à fait. Et qui sont vos lecteurs ? Parce que comme le site est en anglais, j'imagine que tu as des gens du monde entier qui lisent le contenu. Tu analyses un peu ta data ? Ouais, bien sûr. On a principalement des Américains, Anglais, Australiens. On a pas mal. On a des beaux pays d'Europe. La France, les Allemands sont assez avant-gardistes en Europe. De toute façon, je pense que la France est quand même très très bien classée. C'est vrai qu'on rigole souvent en disant voilà, la France est toujours derrière à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui se lance. Mais je pense que pour la première fois, on n'est pas loin des Américains. C'est intéressant que cette question de l'anglais, parce que je crois qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés pour la première fois, Théo. Donc c'est un choix de ta part. C'est pas
pas parce que tu es basé à Londres finalement que tu l'as fait en anglais, c'est quand même pour toucher une audience beaucoup plus large, les anglo-saxons, mais tu dis les Allemands, les pays, oui, en Espagne, en Italie, en France, tout le monde lit. Sur le Web3, on s'informe en anglais, parce qu'en fait, c'est quand même la source d'information, elle est essentiellement nord-américaine finalement, ou anglaise pour ce qui est de l'Europe. Mais tu t'aperçois finalement que cette langue, est-ce que c'est un problème finalement pour s'exprimer, ou tout le monde doit adopter cette langue anglaise et finalement on peut toucher vraiment le monde entier? Est-ce que ça va être la langue vernaculaire principale du NFT finalement? Du Web3. C'était un choix stratégique pour nous, c'était de se dire, quand on a lancé le projet, on savait pas du tout si ça allait fonctionner. Tu me demandais, Claudia, comment on avait eu l'idée. Nous, on s'était donné 3 à 6 mois, on s'était dit, ok, on investit un peu de cash, on recrute des gens et on voit s'il y a de l'attraction. On a bénéficié d'un super timing avec on a lancé ça en avril de l'année dernière. Donc je pense qu'on a vraiment bénéficié on a eu beaucoup de chance et un très bon timing. Mais effectivement, c'était un choix stratégique de notre part. Nous, on a toujours bossé en anglais parce que nos sites de buzz dont j'ai parlé juste avant sont traduits dans une dizaine de langues. Donc, nous, on communique en anglais et on s'est dit, autant, on ne sait pas s'il va y avoir de l'attraction. Donc, autant parler en anglais tout de suite, comme ça, si on génère un petit peu de trafic dans chaque pays, ça plus ça plus ça fait un trafic décent et on pourra peut-être en faire quelque chose. Ouais. Je pense que dans toutes les nouvelles technologies, on vient d'en parler, les ricains sont souvent les premiers. Et donc je pense que les gens qui s'intéressent à la technologie sont obligés de s'adapter à la langue anglaise. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé à jouer au poker, alors je change complètement de sujet, mais il y avait très peu de ressources, très peu de bouquins, et en fait, le seul moyen d'apprendre, de progresser, c'était d'aller sur des forums anglais, un très gros forum qui s'appelle Tout+Tout. Voilà, les gens qui voulaient apprendre et progresser au poker, ils allaient sur des forums anglais. Et je pense qu'avec NFT, c'est pareil. Aujourd'hui, vous suivez tous des influenceurs. Les plus gros influenceurs, ils sont en général aux États-Unis. Oui, et puis tu as raison de dire que la technologie, ça date depuis de la micro-informatique. Ça fait 50 ans que la technologie vient du continent nord-américain et que les Français, et on le regrette, enfin les Européens, les bons techniciens, les bons ingénieurs européens, ils vont travailler aux États-Unis parce que ils sont appelés là-bas par des grandes universités, des grandes boîtes. Et puis là-bas, il y a beaucoup de financement. Enfin bon, bref, on va pas reparler de ce sujet, mais comme tu dis, l'anglais te permet de viser très très large finalement, et ce n'est pas bloquant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Français qui veut se renseigner sur les NFT ou le Web3 qui va être bloqué par cette barrière de la langue finalement. Ouais. Moi, je reviens sur la constitution d'équipe. Raconte-moi donc. Donc tu te dis, ok, il y a un truc qui se passe, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Et tu commences donc avec des gens en remote que vous accompagnez. Donc tu fais des tests sur la compétence de tes copines. Mais vous êtes combien? Donc il y a un dev qui monte un site. Au début c'est juste moi et mon associé. On se dit, ok, les premières recrues, ça doit être quelques journalistes et une content manager. La content manager, c'est la personne qui va choisir les sujets qu'on traite tous les jours. C'est ultra important parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur Twitter, qui utilise des outils et des process pour aller sourcer un peu l'information et en faire un article. On a pas mal galéré et en plus, je pense que tous les deux, on n'est pas très fort en recrutement de manière générale. On dit souvent hire slow et fire fast. Et nous, c'est plutôt hire fast et fire fast. Voilà, en général, on est très rapide, on donne un peu sa chance à tout le monde, et c'est vrai que parfois, ça nous met dans des situations difficiles. Moi, je me souviens avoir eu 3-4 entretiens avec des personnes différentes pour le poste de content management, qui était pour moi le plus important. Et il y avait des personnes qui avaient 10 ans, 15 ans d'expérience, mais je le sentais pas du tout. Et j'ai choisi, et ça je touche du bois, mais ça m'a vraiment, ça nous a vraiment permis de prendre quelqu'un de bien. J'ai suivi mon intuition et j'ai recruté Jem, qui était barista à l'époque. Donc vraiment, tu vois, Jem, elle avait pas beaucoup d'expérience, elle avait jamais travaillé dans une entreprise. Elle avait été barista toute sa vie et elle venait d'ouvrir un bar avec son petit copain, et il avait fermé à cause du Covid. Et c'était quelqu'un qui connaissait bien les NFT, mais voilà, qui n'avait jamais travaillé dans une boîte, donc c'est vrai que ça fait peur. Nous, on s'est dit, ok, on la sent bien, on démarre, et en fait, ça se passe extrêmement bien, elle est extrêmement forte, et aujourd'hui, elle gère une quinzaine de freelances, comme tu as dit, qui sont tous en remote, ce qui est plutôt un avantage, parce que ça nous permet de couvrir 24 heures de news, finalement. On poste quasiment 15 à 20 articles par jour, donc c'est vraiment, on produit beaucoup de contenu. Donc voilà, ça aurait pu très mal se passer aussi. On a choisi des journalistes qui ont tenu 2 semaines et dont on a décidé de se séparer au bout de 2 semaines. C'était compliqué de recruter parce qu'en plus,
En général, les freelances, ils sont pas full time, donc ils veulent bien travailler le lundi soir, le mardi matin, le jeudi soir. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut créer des process. Et je pense que c'est un des succès de la réussite, c'est de bien recruter et de créer de bons process. Oui, justement, on avait entendu ça en interviewant le patron de Honest qui est venu sur notre podcast et qui disait, lui, en recrutement, ne même pas regarder le CV. Lui, ce qui comptait, c'est l'énergie. L'énergie, c'était la répartie du candidat quand il lui demandait des choses. Son agilité. L'agilité d'esprit, la compréhension, la synthèse de compréhension des phénomènes, etc. Et c'est exactement ce que tu dis. Tu regardes pas du tout le CV, tu regardes l'énergie, le contact que tu as avec la personne. Et ça, j'ai l'impression que dans le Web3, c'est en train c'est une déferlante. Hein. Les gens ne regardent même plus les diplômes. Oui, et puis ce qui compte, c'est l'engagement. Alors, pour engager les communautés, il faut être engagé soi-même par rapport à la matière, au contenu, et donc dans son job. Et c'est pas parce qu'on est en remote qu'on veut pas être engagé. Donc c'est chouette. Moi, j'ai une question sur le remote parce que on sait que dans la Silicon Valley, aujourd'hui, les GAFAM, les principales offres d'emploi sont toutes en remote. Et ça inquiète même aussi les Américains, voire même les Européens, parce que tout le monde est en concurrence finalement. Donc en fait, dans le monde entier où qu'on habite, on peut postuler chez Meta ou chez Apple finalement, parce qu'il y a beaucoup de postes en remote. Toi, c'est une tendance que tu vois de fond, et finalement le remote, à chaque fois on se dit mais il n'y a pas d'esprit d'entreprise. Comment on crée un esprit d'entreprise ou de marque pour NFT Evening en remote quand chacun est chez soi? C'est une très bonne question et je pense qu'on n'est pas très bon là-dessus. Ouais, okay. Mais tu as raison, c'est un gros problème. C'est le seul problème du travail en remote, c'est que tu n'as pas de bureau. Donc bon, tu fais des économies sur tes coûts évidemment, mais par contre les gens se rencontrent jamais. Donc tu es obligé pour tout ce qui est process d'utiliser des outils comme Notion parce que les gens, t'es pas là pour les coacher. Donc en fait, soit tu passes une journée sur Zoom avec eux, mais c'est pas très intéressant. Soit tu les laisses se débrouiller tout seuls, lire le Notion et voir comment ils se débrouillent, ce qui permet aussi de les tester. Et c'est vrai que pour l'atmosphère, c'est assez compliqué. Alors moi, j'ai trouvé des petites parades. On a des channels Slack où les gens peuvent rigoler, échanger. Donc on en a plusieurs. On a un channel off-topic où les gens peuvent parler de tout et n'importe quoi. Donc on va rigoler des sites qui nous copient, du dernier mint que un tel a acheté et qui s'est cassé la gueule. Voilà. Donc ça déjà, c'est très important. Ouais. Quelque chose qui nous aide pas mal aussi, c'est un autre Slack channel où les gens parlent des idées de contenu. Alors ça, c'est bien parce que ça crée une certaine émulation dans l'équipe, au sein de l'équipe, mais ça nous donne des grosses idées de contenu aussi. Vu que tout le monde est sur des time zones différentes, si quelqu'un voit un sujet qui pense être intéressant, il le publie là-dessus. On publie, 15-20 idées par jour, et Jem, la content manager, va pouvoir sélectionner ce qui elle lui paraît intéressant. Voilà. Après, ça m'est arrivé de faire des apéros, une fois par quarter, de faire des apéros. C'est pas quelque chose auquel les gens assistent tous. Il y en a qui viennent de temps en temps. Nous, on fait des choses un peu bateau, mais on fait des cadeaux de Noël. Voilà, on a, je crois que c'était fin d'année dernière, on a fait un partenariat avec un artiste qui s'appelle 8 Wonders, qui nous a donné plusieurs NFT qu'on a envoyés du coup à tous les gens qui étaient avec nous. Voilà, on a des petites choses par-ci par-là. Moi, j'essaie de faire des vidéos Zoom une fois par quarter pour parler un peu de ce qui se passe, de ce qu'on a fait, de ce qu'on espère faire. J'ai l'impression de donner pas mal de transparence à l'équipe, c'est quelque chose qui aide. De dire voilà ce qu'on prévoit pour le quarter prochain. J'essaie de remercier beaucoup tous les gens qui ont fait de l'excellent travail de manière publique. Ça en général, ça crée des connexions, ça donne aux gens envie de rester. Donc voilà, il y a des petites tactiques, mais c'est un peu du bricolage. Ouais. Et il y avait un truc intéressant que tu nous disais tout à l'heure en off, c'est que tu te considères comme un média Web 2, donc dans sa configuration, ses canaux de vente, ses canaux de monétisation. Donc un média Web 2, mais qui s'adresse au Web 3. C'est un peu comme nous, en fait. Nous aussi. Oui, nous aussi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. On peut expliquer peut-être ce qu'on appelle un média Web 2, c'est-à-dire en fait on se connecte pas pour aller sur ton site web nftevening.com, on ne connecte pas son wallet, on n'a pas besoin, il n'y a pas de token NFT Evening, enfin ça tu pourrais nous expliquer effectivement ce que tu appelles un média Web 2 en fait.
Oui, c'est exactement ça. Nous, on a évidemment pensé à créer un jour un NFT. On réfléchit évidemment à l'utilité qu'on pourrait lui adosser pour pas uniquement sortir un NFT comme ça et mal le faire. Ça nuirait à notre réputation. Donc effectivement, un média Web3, ce serait un média dans lequel tu te connectes avec un wallet qui, selon le NFT que tu as, par exemple, a des accès de contenus différents. Donc nous, évidemment, c'est quelque chose auquel on a pensé. Tiens, pourquoi pas faire des articles plus longs qui vont vraiment dans l'analytics, qui analysent des métriques et des collections pour donner aux investisseurs des clés supplémentaires, et que c'est quelque chose qu'on pourrait faire payer via un accès, via un access token. En revanche, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire maintenant, donc on reste un média Web 2 dans le sens où on gagne de l'argent avec la publicité. Alors ça, on peut le développer plus tard, mais nous on n'a pas de display, donc de bannière sur le site. C'est un choix volontaire qu'on a fait. Les seules sources de revenus qu'on a aujourd'hui, c'est les collections qui nous payent pour parler d'eux, et c'est totalement écrit noir sur blanc sur le site. Il y a un disclaimer, il y a un tag article sponsorisé. Les gens peuvent venir sur notre site et poster leur drop de collection ou leur événement de manière gratuite sur notre calendrier. Mais il y a aussi un moyen de promouvoir cet event en le mettant tout en haut du calendrier, même si l'event est dans 10 jours. Donc voilà, c'est des choses basiques qui nous permettent d'avoir assez de revenus pour payer la trentaine de personnes qui bossent avec nous. Mais effectivement, il n'y a rien de plus complexe que ça. On est comparable à n'importe quel média mainstream et grand public que vous pourriez connaître. Oui, et tes annonceurs sont essentiellement des porteurs de projets collectifs. Ça ne sont pas, par exemple, des blockchains ou des protocoles. Alors, c'est une bonne question. On a 90% de collectibles, 80%. Ouais. On a parfois des nouveaux métaverses qui sortent. On a des jeux blockchain. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup de collectibles et de profile picture, de PFP. Ouais. On a certaines blockchains, on parle à des grosses boîtes, mais on va dire que les blockchains ou les plus grosses boîtes comme par exemple Sorare vont être plus intéressées pour soit de l'affiliation, soit par exemple sponsoriser notre newsletter. Nous, on a une grosse newsletter d'à peu près 20 000 personnes, un peu plus que ça même, je crois. On a un très très bon open rate de 40%. Et aujourd'hui, effectivement, on parle à des sponsors. Donc des blockchains ou des exchanges, on parle par exemple à FTX, voilà. De toute façon, on les voit, les exchanges comme ça qui sponsorisent les plus grosses newsletters, les pompletters, voilà, ce genre de. Tu parlais de Sorare, on peut ouvrir une parenthèse, mais ça tu dois évidemment le savoir. Sorare, qui est le principal jeu de football en NFT où tous les joueurs sont en carte NFT, et Sorare qui vient de signer avec le baseball aux États-Unis, et qui va faire un jeu de baseball sur la blockchain. Et justement, tu parlais de collectibles, et Claudia aussi t'a lancé sur ce sujet. J'aimerais bien que tu nous parles de ça, parce que moi je suis abonné à ta newsletter, évidemment, je la reçois tous les jours, je la regarde, et ça parle énormément de collectibles, alors que sur ton site web nftevening.com, il y a et des collectibles et du crypto art et de la blockchain, de la crypto, etc. D'ailleurs, j'ouvre une deuxième parenthèse, merci d'avoir distingué le crypto art des collectibles, parce que dans la presse on lit beaucoup les fameux CryptoPunk, les fameux singes, les Bored Ape, etc. Et ça, c'est des collectibles, il y a 10 000 pièces, c'est un modèle économique à part entière, qui est très spécial, on devra en parler ensemble d'ailleurs. Et le crypto art, qui n'a rien à voir, c'est une démarche artistique, où il y a très peu de pièces en général, et ça vient des tripes de l'artiste, si je puis dire. Donc, sur les collectibles, et apparemment ton modèle économique repose beaucoup là-dessus, tu pourrais nous expliquer, pour que les gens comprennent bien un collectible qui est à la base. Alors, moi je dis souvent c'est des start-upers qui sont à la base de collectibles. Il n'y a pas toujours des artistes, il y a même plutôt des graphistes, il y a des marketeurs, il y a des ingénieurs qui sont à la base de 10 000 pièces de petites imagettes. Comment tu le perçois toi, le collectif finalement? Comment tu le définirais? C'est une très bonne remarque, parce que souvent il y a une confusion entre l'art génératif. Il y a des gens qui pensent que les PFP sont de l'art génératif. Ça se discute très honnêtement, parce que pour moi l'art génératif, c'est quand tu mines, quand tu crées ton NFT, quand tu l'achètes pour la première fois, il y a quelque chose d'aléatoire, que tu vas créer une pièce que personne n'a conçue au préalable. Donc bien sûr il y a un algorithme qui va, on a entendu parler d'Art Blocks.
Il y a un algorithme avec plusieurs facteurs en équation qui vont faire que tu te retrouves avec cette pièce d'art, mais personne d'autre l'aura un jour, même si tu mintes 1 million ou 2 millions de fois le NFT. Alors que dans les PFP, même s'il y a un design... PFP, pardon, je te coupe, PFP Profile Picture, PFP, ça veut dire photo de profil, quoi. Voilà. Même dans les PFP, l'art a été designé, et même s'il y a une certaine rareté, tout a été conçu au préalable par l'équipe de designers, etc. Donc, même s'il y a cet aspect de rareté, tiens, on va mettre 100 personnages avec une casquette rouge, 50 avec un chapeau noir, et 2 seulement avec, je sais pas moi, un chapeau melon. Et donc, du coup, il y a ce système de rareté, et je pense que c'est pour ça que ça marche très bien. C'est que non seulement il y a un petit peu d'art qui est impliqué, mais il y a aussi beaucoup de spéculation. Et il y a cet aspect, moi j'aime bien comparer ça aux gacha qui sont les machines japonaises où tu mets une pièce, tu tournes et tu te retrouves avec un truc à collectionner à la fin. Les gens achètent ça parce qu'ils sont très contents de tomber sur un truc rare qu'ils vont pouvoir revendre plus tard. Ouais. Donc aujourd'hui, tout à fait, la majorité des gens qui font de la promotion sur notre site sont des PFP. Ce qui est d'ailleurs assez flippant parce que là on le voit en bear market, les gens lancent moins de collections et nous il faut qu'on se prépare, il faut qu'on puisse se diversifier assez. Donc voilà la différence entre en tout cas l'art et les PFP. Et tu parlais de bear market aussi, il faut expliquer aux gens ce qu'est un bear market. Donc c'est un marché en berne, en fait, c'est le marché et boursier et des cryptos et des NFT qui est en berne, c'est-à-dire que les gens voient bien que tout est en chute, quoi, tout est en perte de confiance, on va dire. Et donc toi tu es corrélé à ça directement? Ouais, tout à fait. Nous, on reçoit d'habitude beaucoup de demandes pour des articles sponsorisés, par exemple, qui est un des produits qu'on vend le plus. Moi, je me souviens qu'il y a 3 mois, on bossait avec H Consulting. Ils nous disaient, nous, il y a des clients qu'on n'a pas le temps de traiter, on peut potentiellement vous les renvoyer. Et en fait, moi, je leur disais, j'ai pas le temps, j'en reçois déjà tellement que j'arrive pas à tout traiter. Et aujourd'hui, en fait, je suis juste en train de recruter beaucoup plus de sales qu'on a déjà, parce que je trouve que on vend moins qu'avant, et on a tout simplement moins d'inbound. Alors un inbound, c'est tout simplement un email qui nous est envoyé avec déjà un besoin, c'est un email très simple, en général facile à traiter. C'est salut, je connais NFT Evening, j'aimerais apparaître dessus, c'est combien. Là où l'outbound, c'est plutôt un sales qui va aller chercher du business. Et là où, par exemple, en bear market, comme on a moins de demandes, je suis obligé de recruter des sales qui font ça. Mais quand tu dis que tu as moins de demandes, c'est pour de la visibilité pour les collectifs, PFP ou tout en général? Je pense que c'est tout, mais ça se ressent bien plus sur les PFP et les collectibles parce que ça représentait la majorité de nos clients. Je pense que eux, ils sont à la fois. Alors, d'un côté, ça leur coûte moins cher parce que ils nous payent en Ether et l'Ether a baissé. Mais je pense qu'ils ont aussi peur de pas vendre, de pas sold out. On voit aujourd'hui la majorité des PFP, même ce qu'on appelle les blue chips, les PFP les plus prisés comme les CryptoPunks où les Bored Apes sont en train de tout simplement baisser. Donc je pense que les gens sont en train de reporter leur lancement tout simplement. Donc nous, il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles sources de revenus pour pouvoir tenir. On dit toujours dans l'entrepreneuriat, il faut survivre. Donc moi j'ai fait des calculs, des petites projections pour être sûr que dans 3-4 mois on est toujours là, on peut toujours payer les 30 personnes qui bossent avec nous et voilà, on va trouver d'autres sources de revenus. Mais donc aujourd'hui l'origine de ton trafic, c'est quoi? C'est Google? Ouais, c'est uniquement du trafic organique et justement je l'oppose à ce qu'on fait avec nos sites de buzz dont j'ai parlé tout à l'heure, où là on dépense des sommes astronomiques en paid media. Ouais. On dépense 20-25 000 $ par jour de trafic et évidemment on fait des toutes petites marges sur ces utilisateurs-là. Bon, évidemment c'est très complexe, il y a des algorithmes qui scale les campagnes profitables, qui stoppent le reste. Il y a beaucoup de tech derrière. On en parlera si ça vous intéresse. Et donc du coup, nous on voulait absolument créer notre propre audience et ne plus dépendre de Google. Alors, est-ce que avoir du trafic organique via du SEO, c'est ne plus dépendre de Google? Probablement pas. Demain, il pourrait y avoir une mise à jour de l'algorithme. Bien sûr. Probablement, voilà. Mais en tout cas, on n'a pas besoin d'acheter de trafic. C'est ce que je voulais dire. Oui. Aujourd'hui, on crée des guides, on crée du contenu, et les gens viennent naturellement sur notre site. On dit que l'avenir des médias, c'est de développer leur propre audience sur leur newsletter, parce qu'effectivement, on dépend, même par Google, avec un bon trafic optimisé et organique, on dépend toujours d'une mise à jour quelconque. Et donc, donc le développement de la database, c'est un point très important. C'est essentiel. Ouais. Et c'est quoi ton trafic aujourd'hui? Vous faites combien de pages vues par mois? Alors,
Alors, page vue, je saurais pas te dire. Oui, depuis longtemps. En termes de visiteurs, là actuellement, on est plutôt à 700 000 visites par mois et on a eu un record en janvier à 1,2 million. Ouais, bravo. Donc aujourd'hui, on est le plus gros média NFT News anglophone. Ouais, sans paid. On est très content de ça, sans paid traffic. Ouais, génial. Donc on est effectivement très fiers de ça. On a des compétiteurs qui font des choses bien mieux que nous en termes de production de contenu. Nous, on est en train de se lancer petit à petit sur les médias sociaux. On a créé notre chaîne YouTube il y a peu. Donc on est un petit peu partout et c'est exactement ce que tu as dit. On se diversifie. Si demain il y a une mise à jour Google, si on a des subscribers YouTube, c'est déjà ça. Mais si demain notre chaîne YouTube se fait fermer, on a notre newsletter et ainsi de suite. Donc on essaie de se diversifier énormément là-dessus. Après, pour revenir sur l'algo de Google, en général, les mises à jour, elles pénalisent quand même les entreprises qui font ce qu'on appelle du black hat, donc des choses, à la limite, quoi. On va pas dire que c'est interdit, mais c'est des choses un peu limites. Oui, ou les vieux sites qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas fait de nettoyage, où il y a beaucoup de liens cassés. Voilà. C'est ça, exactement. Nous en tout cas, on a bossé avec des experts SEO et honnêtement, on nous a dit une chose simple, c'est si vous voulez bien ranker en SEO, il faut faire du bon contenu. Donc voilà, nous on n'a pas d'experts SEO en interne, on essaie de produire le meilleur contenu possible, on prend parfois des consultants qui vont nous aider, mais globalement, on essaie juste de produire le meilleur contenu possible. Ouais. Sinon, sur le prix que tu annonçais en Ether, j'y avais pas pensé en fait, donc vos prix sont... élaboré en Ether, donc... on peut considérer que c'est Web3, ça, que c'est un peu... C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu dis le prix pour être sur ton calendrier collectif, c'est par exemple 5 Ethers, c'est ça. Mettons que ce soit 5 Ethers. Alors Non. après, moi, ça dépend du cours de l'Ether par rapport à l'euro. Donc ça peut être plus intéressant si l'Ether est bas, en fait. C'est ça. Donc tu es doublement impacté par le bear market, parce que tu es impacté parce que tu as moins d'annonceurs, mais tu es impacté aussi parce que la valeur de ton contenu diminue avec la valeur de la crypto. Tout à fait. C'est effectivement très complexe parce que notre trésorerie baisse ou évolue en fonction du cours de l'Ether. Et en plus, nos prix aussi. Et si tu veux, on a les 3-4 derniers mois là où on a eu beaucoup de ventes. En fait, on était obligé de changer notre Media Kit toutes les 2 semaines parce que ça n'avait plus aucun sens. Il y avait un jour, l'article sponsorisé pouvait coûter $1,000, 2 semaines après, plus que 500, 2 semaines après, 2000. Donc voilà, ça n'avait aucun sens. Donc on vient tout juste de le changer il y a quelques jours et j'ai été obligé, malgré mon envie, de pricer en fiat. Ah oui. C'est uniquement pour que nous, on accepte la majorité des cryptos. Mais il fallait mettre une valeur fixe. Ils ne changent pas. Ouais. Sinon, tu as des gens qui se plaignent 2 semaines après parce qu'ils te disent quand j'ai commencé à discuter avec vous, le prix c'était tant et maintenant c'est plus cher. Ouais. Donc en fait, j'ai été obligé de mettre un prix fixe. Mais effectivement, notre trésorerie dépend encore. Mais pourquoi avoir choisi la crypto? Pourquoi pas un prix 10 000 euros le point 10 000 euros C'est ce qu'on vient de faire. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc là, tout est pricé en fiat. C'est en USD, c'est en dollars. Mais par contre, on accepte la majorité des cryptos, on va dire les plus grosses, et on accepte aussi les gens qui veulent payer en fiat. Oui, je comprends, mais c'est-à-dire que si je veux payer aujourd'hui 10 000 euros en Ether, alors je prends le cours du jour et je t'envoie les Ethers qu'il faut pour faire 10 000. Pour faire 10 000 euros. Exactement, voilà. C'est tout à fait ça. Okay. Oui. Donc c'est un paiement en crypto, enfin tu acceptes le paiement en crypto, et d'ailleurs on en parle beaucoup dans notre podcast, on reçoit des gens, il y a Ethan Messica qui va passer prochainement, qui va nous parler de la façon dont les entreprises peuvent facilement accepter de la crypto et la transformer immédiatement d'ailleurs en fiat, parce que ça peut aussi poser des problèmes de custody quand on héberge de la crypto. Enfin, mais donc toi du coup tu as une double comptabilité. Un double risque, ouais. Faut pas me challenger sur la compta parce que c'est déjà pas mal le bazar. Mes boîtes en tout cas les boîtes qu'on a vues jusqu'à maintenant étaient basées à Londres. On a basé celle-ci à Singapour. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Singapour c'est un tax haven, un paradis fiscal. C'est pas le cas du tout. En taxe, on paie quasiment la même chose qu'au UK, ce qui est quasi similaire à la France. Il y a quelques avantages, mais on l'a tout simplement fait à Singapour parce que justement le UK est pas du tout crypto friendly. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est fait virer de sa banque alors qu'il a une boîte qui fonctionne extrêmement bien ici parce qu'il a investi un tout petit peu de sa trésorerie en Bitcoin. Donc nous, on voulait pas du tout associer ce nouveau projet aux boîtes qui tournent déjà bien. Et donc heureusement, Singapour est à la fois crypto friendly et en termes de compta, c'est assez simple. Ils considèrent que c'est tout simplement un asset. Donc en fait, tant que tu l'as pas vendu, t'es pas taxé.
Donc ça veut dire que c'est des bonnes questions parce que c'est un challenge que moi j'ai mis du temps à comprendre. En fait, ce qu'on fait nous, c'est que quand on vend un Ether, enfin un ou plusieurs Ethers, on va utiliser la règle du first in first out, et donc du coup on va prendre le prix. Nous on déclare le prix de l'Ether au moment où il est arrivé. Donc par exemple un Ether égale $1 800, je dis n'importe quoi. Si je le revends à $2000 3 mois plus tard, cet Ether là, donc on arrive à les associer puisque c'est le premier qu'on a reçu, c'est le premier qui est vendu. Et ben tout simplement on déclarera une plus-value. Si c'est l'inverse, on déclarera une moins-value. Et donc j'espère que notre bilan comptable sera positif. Designé en connaissance de cause. Mais tant que tu vends pas, et ben c'est considéré comme un asset et t'es pas taxé dessus. Donc voilà, nous on essaie de garder pour l'instant un maximum d'Ether, mais on est obligé d'en vendre. Ok, mais est-ce que tu payes tes équipes en Ether ? Non, je ne les paye pas en Ether. Je leur ai proposé, mais la majorité ne voulait pas. Donc pour simplifier, aujourd'hui, on paye encore en fiat. Ouais. Je sais qu'il y a des outils qui permettent très facilement de payer ses salariés en crypto. C'est quelque chose qu'on mettra probablement en place. Est-ce que ça fera de nous une entreprise Web3 ? J'en sais rien. Justement, qu'est-ce qui fait une entreprise Web3 ? Est-ce que c'est le Connect Wallet ? Est-ce que c'est l'économie en crypto ? Est-ce que y a... Je pense que le fait de recevoir de l'Ether et de payer ses salariés ou les freelances avec qui tu bosses en Ether fait pas de toi une entreprise Web3 à mon avis, parce que ça reste complexe, mais je pense que devenir une entreprise Web3 c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut soit émettre un NFT, soit être quand même très très impliqué dans la tech blockchain. Donc, je considérerais qu'on sera une boîte Web3 quand on commencera à bosser avec des développeurs qui connaissent bien la blockchain. Ouais, puis tu parlais en fait, tu évoques aussi l'aspect communautaire. En fait, NFT Evening, on voit bien que il y a dans la newsletter, il y a des choses assez personnelles. Par exemple, vous parlez de l'artiste du jour. Donc, vous faites un éclairage sur un artiste, un crypto-artiste. On sent que c'est vraiment sincère, quoi, que vous aimez vraiment la création. Justement, est-ce que tu parlais d'un NFT pour ton média, nftevening.com, est-ce que c'est un projet ? En fait, ça permettrait aux gens qui aiment votre contenu de s'impliquer plus. Quand on a le NFT, alors on pourrait imaginer que effectivement, il faudrait connecter son wallet et là, NFT Evening verrait qu'on serait possesseur d'un NFT de ton média et donc on aurait un bonus où on pourrait venir vous rencontrer, où on pourrait venir à une conférence un jour que vous pourriez donner. Enfin, ou participer aux réunions de rédaction comme fait le projet 20 minutes du média 20 minutes. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Donc ils ont mis en vente une série de NFT représentés par des machines à écrire et donc ça permet, si tu veux, à des lecteurs de se positionner comme soutenants, donc des souteneurs, des supporters du média, mais en contrepartie, j'ai mon mot à dire sur... alors, c'est pas tellement j'ai mon mot à dire sur le contenu. Non, je peux être force de proposition sur des sujets qui m'intéressent. Et donc, c'est une façon pour le média de rester connecté aux besoins de son lecteur. Parce que moi, pour avoir travaillé dans des grosses rédactions, pour de la presse féminine, on est parfois confronté à des rédactions qui sont déconnectées de la réalité, déconnectées de leur audience. Et en fait, quoi de mieux que de demander à son audience de s'impliquer, de donner son avis, d'exprimer des demandes pour faire du contenu adapté finalement. Donc oui, c'est peut-être ça finalement, être un média Web3. Oui, tout à fait. Je pense que c'est notre prochain move. Évidemment, c'est complexe en fait. Aujourd'hui, on a d'autres problématiques qu'on veut traiter en priorité. On a des problématiques de rapidité du site, de contenu. Donc, c'est quelque chose auquel on s'attaquera probablement plus tard, parce qu'on veut le faire bien. Mais tu as tout à fait raison. On a déjà mis sur papier des choses qu'on avait envie de faire. J'écoutais à la fois justement un podcast autour du projet de 20 minutes. Il semble que impliquer une centaine ou en tout cas une soixantaine de personnes sur un projet, c'est quand même compliqué parce que je pense que ça part dans tous les sens. D'ailleurs, je crois que ça se fait sur Discord. Moi, si j'ai créé NFT Evening, c'est justement parce que je supportais pas Discord. Je supportais pas avoir 25 Discord ouverts avec chacun 25 channels. Bienvenue au club. Moi, quand j'ai découvert moi, je suis comme toi aussi. Il y a trop d'informations. Trop d'informations sur Discord. Il y a trop d'informations, c'est que du bruit. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a donné l'idée de créer NFT Evening à ce moment-là, c'est que je me suis dit, ok, on parle beaucoup de décentralisation dans le Web3, mais je pense que pour le contenu, ce serait pas mal de l'agréger et de le centraliser pour simplifier la vie aux gens qui s'y intéressent.
Donc nous, on avait pensé, tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui fait ça que j'aime beaucoup. Alors c'est très anglais, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle PensionCraft. C'est sur l'investissement personnel, mais c'est très comparable à ce que fait Snowball, par exemple, la newsletter française. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que quand tu es Patreon ou quand tu possèdes le NFT, tu peux donner des choix de sujets qui vont être votés par la communauté et que tu peux aborder une fois par mois, par exemple. Donc plutôt que de donner, en tout cas, voilà, que ce soit le bordel et de dire à tout le monde qu'est-ce que vous avez envie de traiter et on le traitera, d'émettre un vote en fait, et de dire très bien, la vidéo YouTube qu'on va sortir ce mois-ci, c'est vous qui décidez. Et ce qui est marrant, c'est que sur PensionCraft, ça reste toujours très basique en fait. On voit que pourtant il a des milliers de subscribers payants et les gens veulent toujours entendre parler de qu'est-ce qu'une obligation. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Voilà, on sent que ça reste basique et ce qui est plutôt bien, je trouve. Et donc, je pense que ça pourrait être pas mal de soumettre ça à la communauté et de faire des choses assez similaires en fait. Donc voilà, on a plein d'idées. On a une villa dans le métaverse qui est en construction qu'on a acheté avec Exclusible. Voilà, pourquoi pas effectivement donner des accès. Moi, je commence à créer des petits events sur Londres avec un pote à moi qui est assez impliqué dans les NFT aussi. Alors pour l'instant, c'est vraiment des meet-up. C'est uniquement parce qu'à Londres, il se passe pas grand-chose et qu'on est assez déçus justement de ce qui se passe. Donc voilà, pourquoi pas. Effectivement, on peut imaginer plein de choses. Il y a des... C'est étonnant que tu dis ça pour Londres, parce que vu de France, et même vu de Belgique aussi, on nous dit que Londres, c'est une révolution très crypto-friendly qui est en train de se passer. Apparemment, le gouvernement veut réguler dans le bon sens, dans le sens positif, les cryptos, etc. Et là, tu nous dis qu'il ne se passe pas grand-chose. Bon, c'est vrai que la communication, elle n'arrive pas comme ça chez nous. En tout cas, je reviens sur ton projet NFT. En tout cas, tu confirmes que lancer un projet NFT, ça prend du temps, qu'il ne faut pas se planter, qu'il faut savoir où on va aller, que quand on promet quelque chose, il faut délivrer derrière. Sinon, c'est vraiment le plantage intégral. Et je pense que tu as raison de prendre ton temps. Il y a un truc que j'aime bien sur son site, il y a aussi Beginner's Guide. On sent que vous avez envie de prendre la main aux gens qui connaissent pas, en leur disant venez commencer par lire ceci, puis après on vous amène à lire ça, et tu vois, il y a une sorte de onboarding. Je pense que c'est voulu, et je pense qu'il faut le dire aux gens, parce que ça peut impressionner beaucoup le Web3 au début, en disant voilà, wallet, crypto, NFT, tout ça, je comprends pas. Mais vous dites si, vous allez comprendre. En fait, il suffit de commencer par lire des choses les unes après les autres. Est-ce qu'il y a un onboarding? Est-ce que tu as un retour là-dessus où les gens te disent tiens, j'ai pu vraiment m'immerger dans ce milieu-là grâce à certains articles? Je vais compléter la question. Est-ce que ces guides sont faits, est-ce qu'il y a un enjeu positionnement Google SEO là-dedans, ou est-ce qu'il y a vraiment la réponse à des demandes de lecteurs qui ont besoin de comprendre, et donc tu leur donnes de l'info? C'est une combinaison des deux. On n'a pas beaucoup de feedback direct. En revanche, je peux te dire que sur Analytics, ce qu'on voit, c'est que les guides sont les articles qui marchent le mieux. Donc, tu as raison. Évidemment, on fait des recherches Google on voit un petit peu quels sont les trends et aussi quels sont les opportunités. Donc, je me souviens que il y a quelques mois, on regardait, tiens, les gens s'intéressent à la NFT photographie, par exemple, ou à comment afficher un NFT chez soi. Donc, on regarde s'il y a beaucoup de concurrence. S'il y en a pas beaucoup et qu'il y a de la demande, on produit un article. Et après, je pense que les gens tombent dessus. Et effectivement, c'est ce que les gens préfèrent. On le voit tout à fait dans les datas. Donc oui, c'est une combinaison des deux. Je pense que notre Beginner's Guide, il pourrait être amélioré, parce que ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de chemin. C'est un peu, pour l'instant, tous les guides sont dans la même section. On aimerait bien créer un chemin qui va de A à Z. C'est aussi pour ça qu'on a fait un partenariat avec Ledger récemment. C'est que nous, on se sent responsable de l'onboarding de notre audience. On essaie d'être très honnête sur tout ce qui se passe. D'ailleurs, on dénonce beaucoup les scams et les rugs qu'il peut y avoir dans les collections, ce qui peut nous porter préjudice. On reçoit pas mal de lettres d'avocats par-ci par-là, mais on reste droit dans nos bottes et on essaie d'être très honnête avec notre audience. Et c'est vrai que on s'est associé à Ledger pour co-créer du contenu ensemble. Et pouvoir s'assurer qu'ils commencent leur NFT journey en étant pris par la main, avec la sécurité avant tout, etc. Parce que quand tu dénonces des escroqueries, tu reçois des lettres d'avocats qui disent mais vous avez dénoncé notre escroquerie, ça, tout c'est pas bien. C'est quand même c'est à peu près ça, ouais. C'est quand même le comble. Ouais. Et des scams, des escroqueries, Dieu sait s'il y en a. Alors sur les NFT, il faut se méfier.
ouh là là. Ouais. Mais je reviens sur ton partenariat avec Ledger. Donc, quand tu dis créer du contenu, moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Et d'ailleurs, on avait essayé d'avoir Ledger, puis finalement, on n'a jamais su aligner les dates. Je devrais les relancer. Parce que moi, j'avais une question, c'est à qui incombe l'éducation par rapport à la sécurité, cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on dit aux gens, allez sur le Web3, c'est la liberté, pouvoir à tous, liberté, transparence. Finalement, on devient responsable de nos possessions, de notre argent, on devient complètement autonome, mais il y a plein de gens qui ne sont pas préparés à ça, parce qu'il y a plein de gens qui te disent oui, moi j'ai de la crypto, et puis ils cliquent sur le premier lien sur WhatsApp qu'ils reçoivent. Et donc, il y a une culture sécurité qu'on ne t'apprend pas à l'école, comme une culture économie, finance. Et qu'on ne t'apprend pas dans l'entreprise. Qu'on ne t'apprend pas dans l'entreprise, que les parents ne t'apprennent pas forcément non plus parce qu'ils n'ont pas cette culture digitale. Et donc, ma question c'est, est-ce que c'est à nous, médias, d'expliquer ça? Est-ce qu'on a une vraie responsabilité? Est-ce que c'est aux marques, aux startups, aux licornes justement de prendre ça en main et donc de faire des partenariats avec des créateurs de contenu pour aller éduquer les gens, ou est-ce que c'est aux politiques de se dire il y a tout un écosystème qui est en train d'éclore, on expose les gens à plus de dangers sur le net et donc il faut les éduquer à la sécurité. Et donc est-ce que toi tu te sens investi de ça? Est-ce que moi personnellement je me sens un peu investi de ça? Tout à fait. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Moi, je me sens évidemment responsable de toutes les personnes qu'on onboard et qui découvrent les NFT grâce à nous. Mm-hmm. Je pense que Ledger aussi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé leur Ledger Academy, qu'ils veulent promouvoir via notre site, où ils créent eux-mêmes du contenu. Après, faut pas se leurrer, il y a bien sûr un enjeu business pour eux. Je me souviens d'un entrepreneur qui avait dit à un moment les NFT, c'est comme un cheval de Troie pour la crypto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui ont un ledger, qui possèdent un ledger, c'est des gens qui sont crypto-natifs, qui possèdent de la crypto, ils sont déjà responsables d'eux-mêmes, comme tu dis. En revanche, les NFT, qui sont tout nouveaux, sont en train d'amener des gens qui viennent d'horizons très différents, que ce soit l'art, le gaming, la mode, et qui ne connaissent pas la crypto. Et donc, voilà, il y a un enjeu pour eux de capter une nouvelle audience, mais je pense que pour eux, ce serait catastrophique d'entendre que des personnes se sont fait scammer alors qu'ils avaient tout stocké sur un ledger. Donc, je pense qu'ils sont obligés de se prémunir, de faire attention et de produire beaucoup de contenu, pour éduquer. Mais je pense que c'est effectivement une responsabilité partagée. Et nous, on partageait les mêmes valeurs avec Ledger, et ça a été une longue discussion, mais ça, on en est venu de manière assez évidente, assez directe, assez évidente, un partenariat entre nos deux marques. C'est intéressant parce que ça m'avait pas frappé ce que tu dis, que je l'avais pressenti, c'est-à-dire qu'on peut, je connais plein de gens qui rentrent dans les NFT par l'art. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Et la première fois que j'ai vendu des NFT, j'ai perçu de la crypto-monnaie, et moi j'ai voulu comprendre ce que je recevais de la crypto-monnaie. Donc je suis rentré dans le concept des blockchain, etc., et donc de la sécurité. Mais ce que tu dis est vraiment percutant, parce qu'il faut dire aux gens, vous rentrez par l'art dans les NFT, mais derrière vous êtes ouvert aux quatre vents, je dirais, vous êtes susceptible d'être victime d'une tentative d'escroquerie pour récupérer vos crypto-monnaies. Parce que pour acheter des NFT, il faut de la crypto. Et donc, on rentre dans le système crypto. Et donc, il faut quand même une éducation autour de tout l'écosystème. Parce qu'aussi, pour comprendre la crypto, il faut comprendre un exchange. Donc, tu parlais de FTX, là, votre prochain partenaire, qui est un gros exchange comme Binance. Et il faut comprendre forcément aussi ce qu'est une blockchain. Alors, au moins dans son principe de base, on va dire. Et puis, comprendre un wallet. C'est vrai qu'il y a une complexité, je dirais un écosystème complet, en fait. Et vous êtes là, avec Ledger, vous êtes là pour expliquer aussi tout ça. Oui, exactement. C'est notre rôle de sensibiliser de toute façon. On l'aurait fait même sans Ledger, mais par contre, je pense qu'ils vont nous permettre d'être à la fois abordables, mais quand même assez techniques. C'est-à-dire que nous, on va bosser avec leurs équipes. Donc, moi, j'utilise personnellement un Ledger et pour la boîte, et pour NFT Evening, et pour moi personnellement. Donc, moi, je serais probablement capable d'expliquer à quelqu'un. Mais d'un, je suis pas rédacteur, et de deux, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui maîtrise le produit au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à la co-création. Ouais, justement. Et justement, par rapport au bear market qui impacte le rythme, la cadence de la sortie du contenu et les finances indirectement aussi, est-ce que tu as envie de dézoomer, de faire du contenu plus éducatif, ou c'est pas forcément un chemin à prendre? Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire là.
Ouais, tout à fait. J'en discutais tout à l'heure avec un YouTuber avec qui on discutait voilà, on discutait de partenariat. Il nous a dit pendant le bear market, c'est le moment de poser des pièges. Et j'ai adoré cette expression parce que ce qu'il voulait dire, c'est peut-être il va y avoir moins de news. Profitez-en pour créer du contenu que les gens vont rechercher dans 6 mois ou dans 12 mois quand le bear market sera terminé. Donc je pense que oui, on veut faire de plus en plus de contenu éducatif. C'est l'objectif principal que j'ai mis à Jen, notre content manager dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on est à une fréquence de publication d'articles qui est déjà très soutenue. Donc on va continuer à créer des guides. Et je pense qu'il faut, comme l'a dit Benjamin, qu'il faut aussi qu'on commence à se diversifier et qu'on ne parle pas que de collectibles, qu'on commence à parler d'art traditionnel, en tout cas pour onboarder les gens qui s'intéressent à l'art traditionnel et donc à l'art digital, à l'art numérique, pour les onboarder eux aussi également, mais qui seront peut-être pas intéressés par des PFP. Voilà, donc ça c'est un travail, c'est à nous aussi d'aller chercher un autre type d'audience, peut-être plus âgée aussi. Ouais. je veux pas te faire de mal, Benjamin, mais c'est vrai qu'en général, moi je pense beaucoup à mes parents qui sont des grands fans d'art traditionnel, et moi je sais que moi et mes frères ça nous fait chier, quoi. Ouais, mais justement, c'est quoi ton audience? Ils ont quel profil? C'est assez jeune, c'est même très jeune. Je crois que on va être entre 18 et 25 ans, 25 et 35 ans, et au-dessus tout de suite ça baisse. Voilà, je disais j'ai découvert l'art numérique il y a 1 an et demi, et ça m'a beaucoup plu. Mais il faut comprendre que moi j'ai bouffé des musées jusqu'à mes 15 ans, et en fait je pense que ça m'a un peu dégoûté. Et c'est vrai que je n'avais aucun intérêt pour l'art jusqu'à maintenant, et j'ai vraiment redécouvert ça via les NFT, via Artblocks, via l'art génératif, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais, d'ailleurs il y a plein de passerelles. Moi qui suis ça de près, comme tu disais, j'ai remarqué que la communauté des crypto-artistes, donc de l'art digital, ne s'intéressait pas du tout à l'histoire de l'art. Et puis progressivement, ils essayent comme quand ils voient des grands artistes, des Beeple, des Trevor Jones, faire des références à l'art de la Renaissance ou l'art 18e, des anciens tableaux en fait qu'on voit, ou la Mona Lisa, revenir dans l'art crypto. Il y a des passerelles, ils commencent à s'intéresser un peu à certains artistes, certains grands artistes. Et à l'inverse, je remarque les grandes galeries, l'art traditionnel commence à beaucoup s'intéresser à l'art digital grâce au NFT, puisqu'il y a un marché, puisqu'il y a de la hype, il y a de l'intérêt, et puis il y a des créateurs qui ont des idées géniales, quoi. Franchement, dans l'art digital, et puis il y a déjà plein de mouvements dans l'art digital, c'est un mouvement qui s'installe. C'est vrai, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une question de génération aussi. On peut le dire, oui. Oui, il y a quelque chose de très culturel. J'ai vu que Beeple, qui était déjà connu pour mettre Trump dans ses créations, venait de mettre Gary Vee suite à la Vicone. Bon, voilà. La culture du mème aussi, beaucoup. Moi, je disais que j'aimais pas l'art traditionnel, mais j'ai toujours adoré tout ce qui me rappelle les jeux vidéo, par exemple. Moi, les seuls tableaux que je possède chez moi, c'est des tableaux qui ont été faits à la main et qui me rappellent des paysages, par exemple de Skyrim ou de World of Warcraft. Tu vois, des choses un peu comme ça. Ouais, et c'est dingue parce que j'ai fait une présentation l'autre jour sur la génération alpha, et c'était une salle qui était pleine de directeurs marketing, directeurs de la transfo, et je voyais qu'en fait ça captait pas, quoi, ça percutait pas, et je pense qu'ils étaient sous le choc de se rendre compte qu'en fait il y a une énorme différence comportementale entre toi t'es fin de la Z et puis les alphas, mais pour une marque aller capter quelqu'un comme toi, si on comprend pas les codes, on n'arrive pas à vous attraper. D'abord parce que vous êtes multicanal, vous fonctionnez sur plusieurs créneaux horaires, vous n'avez pas de capacité d'attention, enfin de l'attention oui, mais de rétention, on n'arrive pas à vous garder parce qu'en fait vous rebondissez sur tout. Et d'ailleurs, je rebondis sur les enjeux des musées qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Là, on a été approché il y a 2 jours par le musée de la dentelle à Bruxelles, qui s'inquiétait de ne pas avoir de jeunes dans son musée. Je leur disais, mais vous êtes sûr que les jeunes vont encore venir? Est-ce que c'est pas vous qui devez aller les chercher ailleurs? Et donc c'est vraiment les enjeux, justement, parce que l'art, il y a l'art, et puis il y a l'endroit où tu retrouves l'art. Tu vas le voir, tu vas l'admirer, tu vas le contempler. Où, comment, quels sont les canaux, et pour quelqu'un comme toi aujourd'hui, je suis pas sûre que je vais encore avoir dans un musée, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, vas-y. Ouais, non, tu parlais de Beeple ou tu parlais de crypto-art par rapport aux collectibles. Il faut quand même expliquer aux gens aussi que les collectibles, ça, tu l'as vécu. Bon, maintenant, ça s'est calmé, mais il y avait une frénésie de projets collectibles. Je crois qu'il y a des records, genre en une seule journée, il y avait 30 projets de NFT collectibles qui se lançaient
quotidiennement. Enfin, c'était. Mais donc ça veut dire que cette audience a des moyens. Cette audience-là, soit a des moyens, soit est très attirée par l'argent rapide. Il faut dire ce qui est. Moi, j'ai découvert les NFT un peu par hasard, mais je dois dire que ce qui m'a attiré, c'était l'aspect spéculatif. Moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il faut qu'on saute dans le train avant qu'il parte. Alors évidemment, on en a fait quelque chose dont on est très content aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et c'est tant mieux en fait, dans toutes les nouvelles technologies, ce qui ramène les gens au début, c'est l'aspect spéculatif. Donc il faut pas jeter ça par la fenêtre. En revanche, c'est vrai que ça crée malheureusement beaucoup de scams et il y a des gens qui en profitent. Mais on peut pas le nier. Oui, il y a eu des records. C'était le réseau Ethereum était complètement saturé à des moments. Est-ce que c'est le moyen ? Je sais pas du tout si les gens, alors de mon âge, ont de l'argent. Je pense que ça dépend. Je pense que moi, ce qui est étonnant, c'est que je vois mon petit frère qui a une vingtaine d'années s'intéresser aux NFT, regarder des vidéos sur YouTube, et ce serait ça ou ce serait autre chose. C'est vraiment l'aspect spéculatif qui les attire et c'est un peu malheureux. Parce que avant les NFT, c'était la crypto, avant c'était le poker, avant c'était le forex. Donc voilà, je pense qu'il faut se méfier. C'est comme tout intérêt. Je pense qu'il faut faire attention et vraiment éduquer les gens éduquer l'audience et éduquer les gens qui s'y intéressent. Ouais, ça tombe bien, on est deux pour le faire. Deux médias ici. On est deux médias ensemble, oui, c'est pour ça que c'est intéressant de te recevoir aussi. Mais c'est bien ce que tu dises, d'être franc sur l'aspect spéculation, parce qu'il y a toujours un tabou. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas de tabou sur la spéculation, ou même en Angleterre, je crois que c'est très anglo-saxon. On fait de l'argent, tout ça c'est bien, etc. En Europe, nous, et en France, en Belgique, on est plus discret sur l'aspect financier. Il faut rappeler que toutes les startups, toutes les innovations technologiques, même la radio 1920, la voiture 1930, l'informatique dans les années 80. Puis moi, j'ai connu aussi les startups Internet dans les années 2000, dont à peu près 95% se sont crashées parce qu'elles n'avaient pas de vrai projet. Elles étaient là pour effectivement lever de l'argent et vite le dépenser. On voit bien les collectibles aussi. Ça devient un modèle économique. Ce qui est intéressant, on va en parler dans un prochain podcast avec des youtubeurs qui s'appellent NFT Money, qui parlent justement de ces collectibles. Et en fait, ça devient un modèle économique pour lever de l'argent quand on est une start-up. Dans la mesure, si on veut faire ça bien, avec un projet long terme, on peut avoir un vrai projet long terme, émettre des collectibles, 10 000 pièces par exemple, et fédérer une communauté. Bon, les Bored Apes, c'est un exemple absolument magnifique de réussite, d'entertainment. Enfin, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, vraiment. C'est un grand succès, je pense. C'est intéressant que tu parles de ça parce que lever de l'argent, ça permet à des gens qui ont une idée et qui n'ont pas d'argent de se lancer. Mais ça permet aussi des abus. En fait, il y a beaucoup de boîtes qui lancent de l'argent juste parce que c'est la hype. Et le CEO d'Exclusible le disait très bien sur LinkedIn, il y a quelques semaines. Il disait aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de lever de l'argent dans le Web3 que d'avoir une entreprise rentable. Et mon associé et moi, on n'a jamais souhaité, toutes nos entreprises, on les a montées en fonds propres. Alors, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai commencé avec 2 000 € sur mon compte en banque, mais on a pris le temps qu'il nous a fallu. Et aujourd'hui, on est très fiers de ne pas avoir eu à lever de l'argent. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, en tout cas pour l'instant, parce que ça rajoute de la pression, ça rajoute. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté on va dire les boîtes traditionnelles justement pour être assez libre dans ce que je faisais. Donc, c'est pas pour me rajouter une pression supplémentaire des investisseurs. Et parce que ça nous permet de prendre les directions qu'on souhaite, de prendre notre temps si on veut, et d'être totalement libre. Alors effectivement, si demain l'Ether se crache et vaut plus rien, ce sera un peu compliqué. Alors on se prémunit. Moi j'ai vendu pas mal d'Ether pour être sûr de payer les gens dans les 2 mois qui viennent. Mais voilà, ça contient ses inconvénients et ses risques. Mais c'est vrai que on met toujours la lumière sur les personnes qui lèvent de l'argent. Il faut pas oublier que les personnes qui lèvent de l'argent, ça veut dire qu'ils ont des boîtes qui, pour l'instant, n'en gagnent pas. Ou en tout cas, en gagnent peu, en général. Et ils n'en gagnent pas assez pour payer leurs salariés. Alors ça, moi, c'est un peu un coup de gueule, mais c'est vrai qu'en France, on aime bien parler des gens qui lèvent de l'argent et on ne parle pas des entreprises qui gagnent de l'argent. C'est presque une non-reconnaissance pour les autres. Exactement, ouais. Alors bon, tant mieux, tant mieux. T'as de la concurrence moins vite, parce que les gens parlent moins de toi, mais c'est vrai que c'est un peu
Ça nous est arrivé. Moi, je me souviens que mon associé m'avait raconté que des fois en soirée, on lui disait mais t'es pas un vrai entrepreneur, t'as rien levé. Oui, d'accord. Et puis lui, voilà. Tu as juste des clients. T'as que des clients, c'est. T'as juste engagé 30 personnes. T'as que des clients. T'as que des clients, ça marche pas. Et lui, il était obligé de lui répondre, mais en fait, toi, tu te rends pas compte que ça fait 6 mois que tu brûles du cash et que ça se trouve dans 6 mois ta boîte elle n'existe plus. Ouais. Donc bon, voilà, ça veut pas dire que c'est pas bien du tout. Moi, je suis très content. Moi, j'ai mon meilleur ami qui lève de l'argent dedans. Enfin, dans le Web 3, il a un super projet. Je suis très content. Voilà, c'est un choix à prendre en fait. C'est vraiment, ça permet de recruter plus facilement et des meilleurs profils. Ça, c'est sûr. Ouais, génial. Non, mais c'est bien que tu dis ça, ça contrebalance le discours ambiant qui veut que on ne réussit dans le Web 3 qu'en levant beaucoup d'argent. Non, mais si t'es pas niqué, on t'a raté ta vie, quoi. Exactement. Si t'as pas levé, t'as raté ta vie. Ça. Et moi, je suis licorne, mais dans le métaverse. Ça, c'était le mot de la fin. C'était super, Théo. Vraiment, c'était très, très riche d'infos, très chouette. Content de te revoir, en tout cas. Ouais, merci beaucoup, Théo Sastre. Alors, on te retrouve, Théo Sastre, sur LinkedIn, mais sinon, surtout sur nftevening.com, bien sûr. On mettra ça dans la description du podcast. Et alors, 2 newsletters, évidemment, à avoir dans sa boîte, une tous les jours et une fois par mois. La tienne, NFT Evening, et la nôtre, nftbusiness.tech. Il y a un petit call to action, vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et vous allez recevoir des petites surprises. Et alors, aussi autre chose de très très important, parce que malheureusement, comme Théo, nous tombons sous la loi des algorithmes. Donc, les 5 étoiles et le petit avis positif, vraiment, ça fait la différence. Donc, je vous le demande, c'est vraiment très important. Théo, t'as raison, j'ai raison, ils doivent le mettre. Ouais. Nous mettre 5 étoiles. Ouais, c'est le bear market, là, mettez 5 étoiles. Ok, génial. Bon, eh bien, on se revoit très bientôt, Théo. Et puis, merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Merci.